Bonjour à tous. L'évolution du coronavirus inquiète au Cameroun, selon un pointage effectué le 7 mai 2020 lors d'une réunion interministérielle à Yaoundé. 2265 cas ont déjà été répertoriés. Selon le gouvernement, près de 1221 personnes ont recouvré la santé et officiellement 86 décès sont enregistrés des suites du Covid-19. Ces chiffres officiels rendus publics le 7 mai 2020 sont loin de convaincre certains journaux. Le quotidien Émergence croit savoir qu'il y a un mensonge d'État sur le nombre de morts des suites du coronavirus au Cameroun. Des données contradictoires débouchent sur une guerre des chiffres. Selon des documents attribués au conseiller du commerce extérieur de la France, plus de 300 morts sont enregistrés des suites du Covid-19 au Cameroun. L'Union africaine en parle de près de 108 morts au Cameroun à la date du 8 mai 2020. Et la situation risque de s'aggraver après la réouverture des bars et débits de boissons au-delà de 18 heures. Le quotidien Mutation constate que ces mesures d'assouplissement sont critiquées car elles ont été perçues au sein de l'opinion comme la fin de la pandémie. Du coup, le port du cache-nez est en chute libre, précise ce journal. Et pour peindre la situation catastrophique vers laquelle se dirige le Cameroun, le quotidien Le Jour estime que le gouvernement a implicitement demandé aux Camerounais d'aller multiplier le virus. Dans ce contexte de crise sanitaire, ce degré d'ignorance et ce niveau d'insouciance des Camerounais illustre-t-il l'échec de ce plan de riposte contre la maladie à coronavirus? Des maires dénoncent leur mise à l'écart dans l'organisation de la stratégie nationale de lutte contre la pandémie. D'autres, réunis au sein du syndicat des maires du Noun, ont interpellé le chef de l'État sur l'insuffisance de son initiative visant à distribuer du savon, des seaux, denrées alimentaires et certains kits médicaux. Les priorités sont loin d'être prises en compte. Le personnel soignant engagé dans la prise en charge des cas du Covid-19 se plaint d'un manque d'équipements de protection et autres matériels de pointe nécessaires pour les protéger contre les risques élevés de contamination. Certains hôpitaux agréés Covid-19 sont confrontés à une insuffisance criarde d'équipements médicaux pour optimiser la prise en charge médicale et les sites réquisitionnés à cet effet ne sont pas toujours prêts à recevoir des patients atteints du Covid-19. Dans un tel environnement, des médecins, personnels soignants, patients ordinaires ne cessent de mourir. Pourtant, le gouvernement assure que des moyens ont été mis en œuvre pour impliquer les maires et renforcer les équipements des professionnels de la santé. 2 mois après l'apparition du Covid-19, ce plan de riposte sanitaire est-il à la hauteur des enjeux socio-économiques? Et on note également pourquoi les défaillances et les dysfonctionnements se multiplient dans l'exécution de ce plan de riposte sanitaire. Des préoccupations posées au moment où la distribution d'un don en matériel médical de Survie Cameroun a provoqué des tensions politiques à Monatélé dans la Léquié, poussant l'autorité administrative à interdire des cérémonies de rétrocession ou distribution des dons sans son autorisation. Ces guéguerres n'ont pas pour autant occulté l'insatisfaction des patrons et du JICAM après l'annonce des mesures économiques et sociales, alors que le directeur des impôts affirme dans les colonnes de Cameroun Tribune que les mesures d'allègement sur le plan fiscal sont évaluées à près de 114 milliards de francs CFA. Le président du JICAM, Célestin Tawamba, demande au gouvernement la mise en place d'un véritable plan de relance économique pour sauver la santé des entreprises. Dans cette situation de guerre sanitaire et économique, le député PCRN Cabralibi critique la gouvernance actuelle. Dans les colonnes de la Nouvelle Expression, le président du PCRN s'insurge contre une gouvernance en mode pilotage automatique et une nonchalance du pouvoir dépassée par les événements. Les derniers réajustements du Premier ministre lors de la réunion interministérielle de suivi de la stratégie du Covid-19 peuvent-ils impulser une nouvelle donne pour faire face à cette pandémie qui a déjà touché plus de 2000 Camerounais et occasionné la mort d'environ une centaine de personnes selon certains chiffres officiels? Ces questions brûlantes d'actualité constituent l'ossature de droit de réponse.
Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées par des invités de haut vol. Et pour cette nouvelle édition de Droit de réponse, je reçois sur ce plateau Angélbert Lebondachua. Bonjour. Bonjour Monsieur Noufeleux et merci de l'honneur que vous me faites en m'invitant sur votre prestigieux plateau du dimanche. Et bonjour également à vos millions de téléspectateurs. Je précise que vous êtes militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun et vous représentez le MRC et ses alliés sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Également présent sur le plateau de Droit de réponse, André Luther Meka. André Luther, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Bonjour à tous les militants du RDPC. Vous allez me permettre d'accomplir un noble devoir, celui de saluer la mémoire d'un confrère qui nous a laissé, qui est parti. Il s'agit effectivement du camarade Simon Mayanga, qui n'est plus. Et je voudrais ici témoigner le professionnalisme de ce camarade parti, toujours disponible et toujours apte, n'est-ce pas, à pouvoir servir le parti et servir la nation. Nous avons là un des maillons essentiels de la diversité des idées, du pluralisme démocratique qui s'en est allé. Je m'incline devant sa mémoire et également j'adresse toutes mes condoléances à sa famille si durement éprouvée. Merci d'être avec nous, André Luther. Sur le plateau de Droit de réponse, ce dimanche, il est parti de Bafoussam pour nous joindre ici à Douala. Maître Lavoisier Sapi, bonjour. Bonjour Cédric et un bonjour particulier à tous les téléspectateurs d'Equinox que je n'ai pas revus depuis un bon bout de temps. Je crois que c'est un plaisir pour moi de les retrouver aujourd'hui, ce dimanche. Je dis également bonjour à tous les copanélistes et je souhaite que nous ayons un débat fructueux qui puisse faire avancer la démocratie dans notre pays. Avocat au barreau du Cameroun, cadre militant du SDF, adjoint à la mairie de Bafoussam 1er en attendant la fin des batailles judiciaires sur la légalité de cette élection municipale. Sur le plateau de Droit de réponse ce dimanche, l'un des éditorialistes au quotidien La Nouvelle Expression, consultant sur Droit de réponse, Edmond Kamgia. Bonjour Edmond. Bonjour Cédric Noufelé, je suis heureux de saluer tous les copanélistes ici présents. Je renouvelle mon affection et mes amitiés aux téléspectateurs fidèles de cette émission. D'entrée de jeu, avec vous, Maître Lavoisier Sapi, le plan de riposte sanitaire contre la pandémie du coronavirus, cela fait 2 mois qu'est apparu le premier cas du Covid-19. Le Cameroun compte officiellement 2265 cas enregistrés. Le gouvernement parle de 1221 personnes ayant recouvré la santé, près de 100 morts, bilan officiel contesté, pas d'autres chiffres évoqués dans la presse. Quelle est votre analyse sur le bilan de la mise en place de ce plan de riposte sanitaire contre cette maladie? Merci Cédric, que le Cameroun fait face à ce virus qui est assez dangereux et qui ne donne pas de pitié à tous ceux qui sont malades. Je pense que si depuis le mois de mars, depuis l'apparition des 2 premiers cas, on est allé d'évolution en évolution, de contamination en contamination, cela voudrait dire que le plan de riposte mis en place par le gouvernement n'est pas assez efficace. Il n'est pas assez efficace parce que nous n'avons pas suffisamment tiré les leçons des mesures de riposte mises en place par les pays où ce virus est apparu pour la première fois. Je voudrais évoquer ici l'absence d'un dépistage massif sur l'ensemble du territoire, puisque le virus est déjà là et il est en train de se propager, il est en train de prendre des ampleurs insoupçonnées. L'Ouest vient d'être lourdement attaqué dans le département du Nou. Je pense que le gouvernement, on a longtemps reproché au gouvernement, lorsque cette épidémie était encore confinée entre Douala, Yaoundé et Bafoussam, on a reproché au gouvernement de n'avoir pas mis ces 3 villes-là en quarantaine pour éviter que les autres régions ne soient atteintes. Cela n'a pas été fait. Et le dépistage massif n'a pas également été fait parce que au jour d'aujourd'hui et la semaine passée, les équipes de dépistage indiquaient que dans la ville de Douala, on a dépisté que 3000 personnes
une ville qui compte plus de 3 millions d'habitants, on n'a dépisté que 3000 personnes. Vous comprenez que c'est insignifiant. On ne nous dit pas combien de personnes on a dépisté à Yaoundé, combien de personnes on a dépisté à Bafoussam. Alors ça fait que le plan de riposte du gouvernement manque d'efficacité, en ce sens que le dépistage massif aurait permis de détecter la majorité de ceux qui sont contaminés et de les mettre en quarantaine pour éviter que la contamination ne continue de se propager. Ensuite, non seulement le gouvernement ne met pas sur pied des mesures assez efficaces, nous avons été assez étonnés que les lieux publics comme les bars, les endroits où les contaminations se passent de manière assez fréquente soient réouverts au public. D'autant plus que le gouvernement ne réussit pas à contrôler l'obligation du port du masque. Quand vous vous promenez dans les villes de Douala, Bafoussam et autres, Yaoundé, vous voyez, il y a plein de gens, les gens ne portent pas de masque. Sans aucune sanction, il n'y a pas les forces de l'ordre ne sont pas là pour imposer à ce que ce port de masque soit obligatoire et qu'on le porte partout. Et ensuite, l'aide qui est apportée aux populations pour lutter contre ce virus, j'ai été assez étonné que le chef de l'État a quand même eu la bonne idée de débloquer 2 milliards de francs pour contribuer à la lutte contre ce virus. Le ministre de l'administration territoriale a fait comprendre que ce don allait être réparti dans les 360 arrondissements de la République. Si vous divisez 2 milliards de francs fois 360 arrondissements, cela fait que chaque arrondissement devrait recevoir un don évalué à 5 500 000 francs. À Bafoussam, nous avons, dans l'arrondissement de Bafoussam 1er, nous avons reçu des dons évalués à moins de 400 000 francs. Nous avons reçu 36 cartons de savon. Ça fait 1000 morceaux de savon. Pour une population estimée à 350 000 habitants. 1000 morceaux de savon. Nous n'avons pas reçu de masques. Est-ce que vous avez eu des explications sur la clé de répartition de cette dotation venant du président de la République? Mais le ministre de l'administration territoriale l'a dit à la télévision que les dons seraient répartis aux 360 arrondissements. Et il a d'ailleurs présidé une cérémonie à la communauté urbaine de Yaoundé où on a vu des camions partir. On nous disait que ces camions s'en vont dans les 360 arrondissements. Ça veut dire que le don de l'État, le don du chef de l'État était destiné à être réparti dans les arrondissements pour que dans les arrondissements cela puisse toucher les populations. Alors nous aimerions avoir les détails de ce que vous avez reçu à Bafoussam 1er. Nous avons reçu 55 seaux. Les petits seaux qu'on vend à 1000 francs sur le marché. Nous avons reçu 55 seaux pour 350 000 habitants. Nous avons reçu 50 seaux avec les robinets. 50. Nous avons reçu 36 cartons de savon. Les savons de 80 grammes. 36 cartons de savon, ça fait 1000 quelque chose de morceaux de savon. Au moment où ce don est donné, on nous dit qu'il y a 1000 masques qui sont attendus, qui n'étaient pas là. Donc, vous voyez que c'était un don extrêmement maigre, évalué, je vous le dis, à moins de 400 000 francs. À quoi cela va vous servir de recevoir ces équipements-là? La commission a dit, comme ces dons sont extrêmement maigres, on va donner un peu dans des écoles, un peu dans les centres de santé et un peu dans les prisons. C'est tout. Après vous... Donc, je pense que le gouvernement ne prend pas au sérieux cette crise et ne prend pas au sérieux la menace qui pèse sur la vie des Camerounais. C'est extrêmement grave. Après vous l'avez dit, Sapi, Edmond Kambia, lorsque vous suivez cette présentation de l'initiative du président de la République qui arrive à Bafoussam 1er, là où les populations ou l'exécutif municipal s'attend au moins à recevoir une dotation évaluée à 5 millions de francs CFA selon la répartition de cette initiative du chef de l'État qui elle-même est évaluée à 2 milliards et que l'exécutif municipal se retrouve avec moins de 400 000 francs CFA en termes de denrées alimentaires et autres équipements. Comment appréciez-vous cette gestion des stratégies mises en place par le gouvernement pour lutter contre la maladie à coronavirus et pour prévenir cette pandémie? Outre la bonne volonté du chef de l'État de faire un don
même s'il est si maigre et insuffisant à ses compatriotes, il faut dire au finish, avec l'explication qu'on nous donne, Maître Tsapi Lavoisier, c'est que, en définitive, on se rend compte d'au moins deux choses. Soit il y a tromperie sur la marchandise, soit la répartition a été inéquitable dans les différentes communes. Parce que la plupart des communes se plaignent, mais pas au même degré. Il y en a qui ont reçu plus que d'autres. Et sur la base de quoi certaines communes auraient reçu plus que d'autres? Est-ce par rapport à la démographie? Est-ce par rapport à d'autres types de critères? Raison pour laquelle nous pensons qu'il est important pour le MINAT de clarifier exact et de dire aux populations: voici exactement en quoi ont consisté les dons du chef de l'État. Voici exactement comment cela a été reparti. Voici ce que chaque commune a reçu en tenant compte de tel ou de tel autre critère. C'est la première chose qu'il faut nous dire. Quand je parle du caractère inéquitable, c'est justement parce que certaines communes, je disais tantôt, ont reçu plus que d'autres. Et même, en définitive, les dons ont été maigres partout. Les dons ont été maigres partout. C'est-à-dire, la quantité qui est arrivée dans chaque commune ne peut pas permettre de desservir même le 10e de la population. Parce que les populations attendaient, pour l'essentiel, des masques qui très souvent ne sont pas arrivés, ou alors sont arrivés en nombre très insuffisant. Ensuite, les populations attendaient du savon, de l'eau, des récipients, qui sont certes arrivés, mais en nombre également très, très insuffisant. Nous pensons que lorsqu'un chef d'État doit faire un don à ses populations, encore que nous sommes très embêtés que le chef d'État fasse le don à sa population. Le chef d'État ne devrait pas faire un don à sa population. Il doit voter un budget spécial. Il doit mettre sur pied un budget spécial en tant que chef de l'État pour que ces populations puissent avoir le nécessaire de manière appropriée et convenante pour pouvoir faire face de manière efficace au Covid-19. C'est-à-dire faire en sorte que la majorité de la population dans chaque commune ait des masques. La majorité des populations ait le savon et les récipients nécessaires. On ne comprend pas, par exemple, que les communes aient pu recevoir très peu de masques, très peu de savon, très peu de récipients, et que par ailleurs, un membre du gouvernement comme le ministre de la Santé se soit permis de recevoir le don d'un citoyen, consistant en 10 000 masques barrières, consistant en de nombreux masques chirurgicaux, 6 000 masques chirurgicaux, et de nombreux 1 millier de kits qui auraient pu permettre de faire un dépistage efficace auprès des populations. Donc nous sommes sidérés par cette manière de pratiquer dans le plan de riposte le gouvernement camerounais. C'est très embêtant. Après vous, Edmond Kangia, Angelbert Lebon Dachwa, sur la mise en place de ce plan de riposte sanitaire. 2 mois plus tard, il y a d'énormes plaintes venant des municipalités concernant l'initiative du chef de l'État. Il y a l'observation du relâchement dans le respect des mesures barrières après la réouverture des bars et des débits de boissons au-delà de 18 heures. Comment expliquez-vous cette situation de relâchement observée à travers le triangle national au moment où la pandémie, elle, ne cesse de progresser? Non, je pense qu'il faut voir dans ces mesures de relâchement, on va dire, entre guillemets, le constat d'un échec. C'est-à-dire que je pense que nos gouvernants aujourd'hui acceptent eux-mêmes avoir échoué. Et il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Quand on a une pandémie comme celle-là qui frappe notre pays, le premier cas au Cameroun, je pense, était le 6 mars. Donc ça fait plus de 60 jours que les Camerounais se battent tout seuls contre cette pandémie. Et on est toujours en train de se demander, mais où est donc passé le chef d'orchestre? Où est passé M. Biya? On voit aujourd'hui à travers le monde comment des chefs d'État sont fortement impliqués dans la résolution de cette pandémie,
et notamment en mettant sur pied un ensemble de mesures suivies. Chez nous, on a à peine le temps de commencer d'engager des mesures. Quelques temps après, on vient vous les changer sans expliquer concrètement pourquoi est-ce qu'on les change. Une image, très rapidement. On décide de fermer des débits de boissons à partir de 18 h. On les laisse ouverts de 6 h à 18 h. Et personne, jusqu'à présent, n'a compris cette mesure et personne n'a su nous l'expliquer. C'est-à-dire que si on ouvre dans la journée et qu'on ferme le soir, est-ce à dire que le virus est vivant la nuit et dans la journée, il n'existe pas? Et en même temps, on revient plus tard, on vous dit, ben écoutez, à partir d'aujourd'hui, les débits de boissons peuvent être ouverts à partir de 18 h, mais, s'il vous plaît, continuez à respecter les mesures barrières, parmi lesquelles la distanciation sociale et le port de masque. Vous voyez un peu cette image, un port de masque dans un débit de boisson? Et c'est pourquoi, à ces endroits aujourd'hui, ce n'est pas des masques qu'on a, ce n'est pas des cache-nez ni des cache-bouches, c'est des cache-mentons. Quelle était la nécessité et l'utilité de rouvrir les bars au moment où même tout le monde, et quand je lis attentivement le ministre de la Santé au quotidien, quand vous voyez bien ces conclusions, c'est rester chez vous. Ne sortez que, sauf nécessité. Donc, vous comprenez bien que voilà quelqu'un qui, aujourd'hui, coordonne l'ensemble du système sanitaire, qui sait très bien que la meilleure façon de freiner cette pandémie, c'est le confinement. Nous l'avons proposé. Nous l'avons demandé. Nous avons même appelé les Camerounais à se prendre en charge et s'auto-confiner eux-mêmes et mesurer les réalités du danger qui nous guette. 6 mars, un cas. Aujourd'hui, nous sommes le 10 mai. On nous a annoncé encore ce matin, et là, je prends encore les chiffres du ministre de la Santé, pratiquement 2600 cas. 2600 cas, 114 décès. Je ne voudrais pas rentrer dans la polémique des chiffres. Je ne voudrais pas, ce serait une polémique inutile. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui, professionnellement, ont des moyens de mesurer et les cas positifs et les décès. Le gouvernement a décidé de jouer le jeu de la non-transparence. Cela n'engage que lui. Et il sera donc seul comptable du désastre qui est en train d'arriver. C'est un désastre. Nous n'avons aucun intérêt à jouer avec cette pandémie. Nous devons la prendre très au sérieux. Mais le gouvernement estime... Il est temps. Nous le demandons. Ce n'est pas par amusement. Nous n'avons aucun enchantement derrière le demander. Quand nous posons la question, où est M. Biya? C'est parce que nous savons que pour lutter contre cette pandémie, il y a des mesures qui ne sont pas de l'ordre du pouvoir du Premier ministre, encore moins du ministre de la Santé. Mais Angèle-Hébert Le Bondatoire, le 17 mars 2020, le Premier ministre chef du gouvernement a annoncé des mesures et a précisé qu'elles ont été édictées par le président de la République. Ensuite, on a vu le ministre de la Santé se déployer à travers la mise en place des hôpitaux agréés Covid-19. Il a annoncé la réquisition des stades et autres bâtiments pour la prise en charge des cas que les hôpitaux ne pourraient pas pouvoir les admettre en raison de la capacité limitée en termes de lits d'hospitalisation et salles de réanimation. Est-ce que ce ne sont pas là l'expression d'une volonté gouvernementale d'assurer une prise en charge optimale des cas du Covid? Alors, moi, la meilleure image, j'ai plusieurs images, de l'implication du chef de l'État de fait, c'est, je pense que c'est Maître Tapi qui parlait tout à l'heure de la distribution et des seaux et des savons aux populations. Et ce qu'on a vu en train de distribuer, c'était une photo de M. Biya en train de distribuer. J'ai vu un conseil de cabinet qui s'est tenu par visioconférence. Et je pense que la personne la plus présente dans toutes les images, c'était la photo de M. Biya. Je ne pense pas, il faut le dire aux Camerounais, je ne pense pas que c'est ce niveau d'implication du chef de l'État qui ferait bouger les choses.
Le Premier ministre, on l'aime bien. Il est bien sympathique avec tout le respect que j'ai pour lui. Mais je suis désolé. Ce n'est pas, je dis bien, ce n'est pas de son ressort. Et on ne peut pas vaincre cette maladie avec des très hautes instructions. Ce n'est pas possible. Ouvrons les yeux. Je dis bien, ouvrons les yeux. Nous avons en face de nous un ennemi. Celui qui a les manettes pour lutter contre cet ennemi s'appelle Monsieur Paul Biya. Point à la ligne. Après vous, Angelbert Le Bon Dachwa, André Luther Meka, 2 mois après l'apparition du premier cas du Covid-19, le Cameroun a franchi la barre des 2000 cas positifs, avec certes 1121 personnes ayant retrouvé la santé, mais plus de 100 morts enregistrés, et l'opposition s'interroge sur le silence du chef de l'État concernant la mise en place des mesures fortes pour faire face à cette pandémie. Que répondez-vous? D'abord, ce que je réponds, c'est que nous ne devons pas faire la politique sur le coronavirus. Nous devons effectivement avoir un élan de cœur pour permettre à ce que les Camerounais soient guéris. Je vais vous donner les chiffres. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 2579 cas positifs, 1465 cas guéris, 114 décès, 121 hospitalisés et 28 cas respiratoires. Je vais très simplement vous donner les pourcentages. Le pourcentage de cas positifs de la population totale, c'est 0,01%. Je reprends. Le pourcentage de cas positifs de la population totale, c'est 0,01%. Le pourcentage de guéris par rapport aux cas positifs, c'est 56,80%. Et le pourcentage de décès sur les cas positifs, c'est 4,42%. D'autres scientifiques... Je voudrais d'abord sur cette première conclusion. Sur ces statistiques, oui. D'autres scientifiques émettent des réserves. Le nombre de cas positifs au Cameroun est connu sur la base des près de 10 000 personnes testées. Ils estiment que si on va sur des tests massifs, des tests à grande échelle, le nombre pourrait être bien plus important en raison des cas asymptomatiques qui circulent dans les villes du Cameroun. Est-ce qu'il faudrait s'arrêter à une satisfaction sur ces données alors que dans la réalité, au quotidien, des Camerounais font face à cette maladie? Bon, moi je suis un scientifique, je suis en thèse de doctorat, je connais les méthodes de sondage et les méthodes de recherche. Il fait de la magie. Il fait de la magie parce que les cas peuvent être aussi nombreux comme les cas peuvent être réduits. Ce sont des hypothèses. Et pour ceux qui ont lu l'histoire sur la peste, les malheurs ne se cachent pas. Les malheurs, c'est comme des grossesses, c'est toujours visible. C'est-à-dire que quand il y a des malheurs, il y a des morts dans des maisons, cela se ressent dans les quartiers. Et effectivement, la conscience collective commence à prendre conscience des hécatombes dans les quartiers. Dans les épidémies qui tuent avec violence, c'est visible. Donc, il n'y a pas carnage, il n'y a pas hécatombe. Je voudrais dire qu'il est important de savoir aujourd'hui, parce que moi, je ne fais pas de la politique politicienne. Vous savez très bien que le JICAM a essayé, n'est-ce pas, de mettre la pression sur un certain nombre de mesures d'accompagnement pour les entreprises et les PME. Et il y a même aussi les regroupements des PME qui ont mis un certain nombre de pressions sur leur asphyxie, c'est-à-dire qu'il y avait des congés techniques, il y avait des PME qui fermaient. Il fallait sauver l'économie parce qu'on devait être là sur 2 volets, c'est-à-dire on allait mourir de la pandémie et on allait mourir de faim et les Camerounais n'allaient pas travailler, les Camerounais n'allaient pas avoir un certain nombre de revenus qui leur permettent, n'est-ce pas, de pouvoir survivre. Alors on était devant un choix cornélien. Le choix cornélien, c'est qu'il faut que l'économie tourne pour qu'on puisse, n'est-ce pas, subvenir aux besoins des Camerounais et pour que les Camerounais puissent se prendre en charge et pour que l'État puisse avoir un certain nombre de moyens pour pouvoir accompagner la pandémie. Je voudrais également dire qu'à la suite de M. Le Bon Dachwa, il y a plusieurs actions. La première action, c'est, n'est-ce pas, le fonds de solidarité où le chef de l'État a doté 1 milliard qui est en activité, qui travaille. La deuxième action, c'est l'action, n'est-ce pas, des élus, autant dans les partis d'opposition que dans le RDPC, qui accompagne effectivement le chef de l'État dans cette lutte contre la pandémie, à travers les dons, à travers la sensibilisation, qui permettent à ce que nous puissions lutter contre la pandémie. Et le troisième volet, et ça c'est le nec plus ultra que le chef de l'État lui-même a apporté, c'est le don qu'il a pu donner aux Camerounais. Et
je rappelle à tous les téléspectateurs que quand vous faites un don, quand l'État fait un don, quand vous faites un don, le président lui a fait un don, il le remet au ministre de l'administration territoriale et qui travaille dans le circuit exécutif avec les préfets et les sous-préfets. J'aimerais également vous dire que la caricature que vous faites du travail qui est fait par le chef de l'État et du Premier ministre et du ministre de la Santé est une véritable catastrophe. Parce que nous sommes déjà un modèle dans la gestion, n'est-ce pas, du Covid. Un modèle par rapport à quel pays, André Luther? Lorsqu'on voit les pays voisins, on a vu le président gabonais qui sort de maladie être plusieurs fois au devant de la scène pour rassurer les populations gabonaises sur les mesures prises par son gouvernement afin de lutter contre la pandémie à coronavirus. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara s'est exprimé plusieurs fois sur la question pour à la fois rassurer les PME et également réorienter les différentes mesures en fonction de l'évolution de la pandémie. On a vu au Sénégal le président Macky Sall qui lui-même a montré l'exemple sur les mesures d'hygiène élémentaires à respecter afin de sensibiliser les populations. Le Cameroun est un modèle par rapport à quel de ces pays, André Luther? Nous sommes un modèle d'abord dans la prise des décisions, parce que je pense que nous avons été avant-gardistes dans la prise des décisions. Nous avions été l'un des pays en Afrique à imposer le masque, le port du masque aux Camerounais. Et nous avons, au Cameroun, mis un système informatique qui, n'est-ce pas, faisait des recherches dans le cadre du Covid-19 et qui renseignait les Camerounais au quotidien de la maladie à travers le numéro le 1510. Et comme vous avez pu le constater, nous avons également dans notre pays fait un certain nombre de dépistages. Quand il parlait de dépistage massif, ce qu'il ne sait pas, c'est que effectivement, lorsque vous aviez un problème à domicile, vous étiez consulté. Vous pouvez être consulté par un médecin qui vous suit. Et il y a des Camerounais, j'en connais des Camerounais, qui étaient suivis par des médecins à domicile et qui aujourd'hui sont guéris. Ceux-là aussi ne sont pas comptabilisés. Et si vous, comme vous riez, après l'émission, je peux vous donner des cas des personnes qui ont été guéries, suivies par des médecins à domicile. Je peux vous donner des cas après l'émission. Bon, ce que je voudrais dire, c'est que il était important sur le plan économique que le Cameroun n'arrive pas à une période de récession, qui a été bien sûr très bien pilonné par le JICAM et le regroupement, n'est-ce pas, des PME. Et l'important, c'était de pouvoir non seulement dévisser l'économie, mais de permettre également que les Camerounais puissent vivre, les Camerounais puissent avoir un certain nombre de moyens. Il n'y a jamais eu de confinement total. C'était un confinement partiel. Et je peux vous dire aujourd'hui que la gestion qui est faite du Covid-19 est un exemple. Et je vous rappelle encore que lorsqu'il y a des catastrophes, ce n'est pas des discours. Les catastrophes, ça se ressent, c'est comme la grossesse. Dans les maisons, les morts sortent des maisons, les morts sortent des placards qu'on a cachés et tout le monde est au courant qu'il y a un problème. Et jusqu'à présent, je vous mets à défi de nous démontrer où se trouve le carnage et l'hécatombe. Et je voudrais conclure en disant que, bien évidemment, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi on a fait en sorte que les bars ferment à 18h. Dans la sociologie générale de l'observation que vous faites des bars, c'est à partir de 18h, 20h qu'il y a un regroupement massif autour des bars parce que les gens viennent du travail, d'autres ont cessé de travail et ils viennent, n'est-ce pas, dans les espaces de loisirs et des espaces de convivialité pour pouvoir se recueillir. Donc, c'est des espaces de propagation à vitesse. Donc, dans la journée, les gens sont occupés, ils travaillent, il n'y a pas ce regroupement-là. Et c'est un secteur important, on ne peut pas le nier, parce que quand vous faites le ratio, les transports de loisirs, d'hébergement de transport, c'est 41% de PIB. Donc, on ne pouvait pas s'auto-asphyxier. Après vous, André Luther, Maître Lavoisier Sapi, le Cameroun est-il un modèle de gestion du Covid-19 au regard du nombre de cas enregistrés, du nombre de personnes ayant recouvré la santé, du nombre de décès enregistrés au Cameroun? Pas du tout. Pas du tout. Nous avons vu le président de la République déclarer la guerre à Boko Haram à un moment où cette secte était en train de sévir dans les régions septentrionales du pays. Nous avons vu le chef de l'État sortir de son silence et déclarer la guerre aux séparatistes du Nord-Ouest parce que l'intégrité territoriale était menacée. Nous sommes face à une pandémie qui est en train de décimer les Camerounais. On est très surpris
d'abord de constater le silence du chef de l'État. Parce que le don de 2 milliards qu'il a offert, moi je ne le cache pas, il a été massivement détourné. M. André Luther Meka. Il a été massivement détourné. J'ai les preuves. Maître Lavoisier Sapsapi. Je ne pense On pas a suivi que... le ministre de l'administration territoriale qui est allé donner près de 5000 kits au ministre de la Santé, estimant que ça fait partie de l'initiative du chef de l'État. Est-ce que cela peut justifier le fait que ce que les mairies ont reçu soit une pension congrue du fait qu'il y ait eu ces distributions de kits de tests destinés au ministère de la Santé publique? Oui, j'ai dit ça a été massivement détourné, déjà parce que les dons de chef de l'État n'étaient pas offerts aux mairies. Elles étaient offertes aux sous-préfets. Qui était chargé de les acheminer aux municipalités. La mairie désignait un représentant dans la commission du sous-préfet. Donc c'est les sous-préfets qui gèrent les dons du chef de l'État. Ce n'est pas les mairies. Les mairies elles-mêmes, la mairie de Bafoussam Premier a déployé des moyens impressionnants pour lutter contre la Covid-19 dans la commune de Bafoussam Premier. Mais le don du chef de l'État n'est pas géré par la commune de Bafoussam Premier. Maintenant, je dis que le Cameroun n'est pas un exemple. Au moment où le chef de l'État dit qu'il débloque 25 milliards pour atténuer... Pour l'apurement, les crédits TVA pour les entreprises. Pour les entreprises publiques. Est-ce que vous savez que ces entreprises réclament plus de 300 milliards à l'État du Cameroun? Mais qu'est-ce qui coûte à l'État d'économiser dans le carburant de l'administration publique? Est-ce que vous savez quelle quantité l'administration publique au Cameroun consomme chaque année rien que pour le carburant? Les missions, vous pouvez économiser dans les missions. Vous pouvez économiser dans l'achat de véhicules administratifs et mettre ces sommes-là à la disposition de la lutte contre Covid-19. L'État peut réduire son train de vie. Mais est-ce que vous avez vu l'État réduire son train de vie? Regardez les déplacements des ministres, regardez les cortèges, regardez le nombre de véhicules qui se déplacent, les missions, les carburants. Est-ce que pour aller donner un don, le ministre a besoin de se déplacer avec un cortège de 50 véhicules? Je ne le pense pas. Mais il y a des choses qui peuvent être faites et qui ne sont pas faites. Et ensuite, lorsque on vous dit que l'administration, qu'on a pris des mesures pour pallier au manque à gagner suite à certains confinements qui ont été faits, qu'est-ce que vous dites des factures d'électricité et d'eau? Qu'est-ce que vous faites des loyers de ceux qui ont perdu leur emploi à la suite de ce confinement? L'État n'a rien dit sur ces cas. Dans les pays voisins, ces problèmes ont été résolus. On a accordé, par exemple, que les factures d'eau et d'électricité ne soient pas payées par les ménages pendant une période de 3 mois. D'eau et d'électricité, cela aurait pu soulager certaines personnes. Donc, je pense que le gouvernement n'est pas en train de prendre les mesures qu'il faut. Lorsque M. Meka nous dit qu'on ne doit pas politiser la lutte contre le Covid-19, j'en ris. Qui politise? Qui plus que le RDPC et le gouvernement politise cette lutte? Regardez ce qui se passe avec le professeur Maurice Kamto et le MRC. Vous avez entièrement politisé la lutte contre le Covid. Nous sommes dans une situation où on ne devrait pas refuser un don, d'où qu'il vienne. Mais on a vu ce qui s'est passé avec le MRC. Vous dites que Survie Cameroun, c'est une association illégale. Je suis surpris parce que il y a une cellule juridique au ministère de l'administration territoriale. Et d'ailleurs, le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale, M. Pierre Essomba, je le connais très bien, c'est un très grand juriste. Nous nous sommes affrontés plusieurs fois dans le contentieux électoral devant la Cour suprême. Est-ce que le ministre de l'administration territoriale consulte la cellule juridique de son ministère pour faire certaines réponses? Je ne pense pas, parce que Survie Cameroun que vous taxez est une association, n'est pas une association. On va en parler tout à l'heure, Maître Lavoisier Sapsapi. Restons d'abord sur cette riposte sanitaire et sa mise en œuvre qui pose problème, Edmond Kambia. Le personnel soignant qui est au cœur de la lutte contre cette maladie à coronavirus se plaint sous cap
avec des doléances qui ont été portées au secrétaire d'État en charge des pandémies qui était dans la ville de Douala, situation de plus en plus intenable pour le personnel soignant. Que se passe-t-il réellement, Edmond Kambia? Je crois que le personnel soignant s'est enfin réveillé, les médecins, les infirmiers et les autres personnels soignants, paramédicaux, pour en fait montrer au ministre de la Santé et à l'équipe qui l'accompagnait les problèmes auxquels ils sont confrontés au quotidien en relation avec le Covid-19. Et nous avons régulièrement sur ce plateau tambouriné sur la nécessité d'équiper nos personnels soignants. Nous avons toujours insisté sur le fait que si les personnels soignants ne sont pas protégés, alors qu'ils sont en train de soigner des malades du Covid-19, on ne va pas pouvoir s'en sortir. Parce que le but de l'initiative n'est pas de faire en sorte que les malades contaminent les médecins. Il faudrait que les médecins soient mieux équipés pour pouvoir travailler en conscience, en toute conscience, soigner les malades et faire en sorte que ces malades se retrouvent dans une situation qui peut être la guérison, par exemple. Mais si eux-mêmes ne sont pas libres dans leur conscience, dans leur tête, en sachant qu'ils ne sont pas bien équipés, ils ne sont pas protégés, mais on va dans une situation sans issue. Et je pense que cette sortie des personnels soignants à l'endroit du ministre de la Santé est un message fort que nous attendions nous-mêmes, parce que de plus en plus, ce sont des médecins qui meurent parce qu'ils sont mal équipés, parce qu'ils ne sont pas protégés. Et j'ai une pensée pour les familles des médecins, des infirmiers qui sont décédés des suites du Covid-19, alors qu'ils faisaient tout simplement leur travail. Concernant cette question, Angélbert Lebon-Dachua, voir des médecins camerounais engagés dans la lutte contre le Covid, voir des infirmiers et autres personnels soignants engagés dans la prise en charge des patients atteints de cette maladie à coronavirus, qui se retrouvent contaminés, qui décèdent, faute d'une prise en charge optimale, faute d'un matériel et des équipements de protection individuelle suffisants et adaptés à la situation sanitaire dans laquelle le Cameroun se retrouve plongé. Quel est votre regard sur cette question? Le ministre de la Santé a pourtant donné plusieurs fois les assurances sur la disponibilité de ces équipements de protection individuelle et sur la disponibilité d'autres matériels destinés à la protection du personnel soignant. Ça fait très mal, surtout quand on sait que lors d'une pandémie comme celle-ci, les premiers au front office, c'est les médecins. Parce que si les gens sont malades et ne peuvent pas être soignés plus tard, ça va être, c'est pas moi qui vais utiliser l'expression, je pense que c'est M. Meka qui l'a utilisé, ça va être l'hécatombe. C'est ce qui a été la première motivation de l'initiative Suivi Cameroun. Nous avons d'abord pensé aux médecins. La preuve, c'est que quand nous avons commencé à nous déployer, je veux dire Suivi Cameroun, quand Suivi Cameroun a commencé à se déployer, le premier acte posé était d'aller vers le ministre de la Santé. Il ne pouvait pas en être autrement. On ne peut d'abord penser qu'au personnel soignant. C'est le minimum. Nous discutons aujourd'hui avec de nombreuses personnes qui font partie de ce personnel soignant. Je vous assure, la situation est grave. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes sur le lieu de service. Quand un médecin vous dit qu'il utilise un cache-nez durant toute une journée, c'est-à-dire un cache-nez qui devrait être changé toutes les 3 heures ou 4 heures maximum, il l'utilise toute la journée. Il y en a qui se permettent de vous dire qu'il rentre avec son cache-nez pour revenir le lendemain. J'ai eu des témoignages de médecins qui, à un moment donné, ont même voulu, de leur propre fonds, acheter des combinaisons. Ils n'en trouvent même pas. Comment, dans ce cas d'espèce, que l'initiative Suivi Cameroun, pilotée par M. Christian Pendey Koka, se rende
chez le ministre de la Santé pour justement apporter ces combinaisons, apporter ces cache-nez et qu'il soit éconduit comme un malpropre. Parce que c'est le mot qu'il faut utiliser. Il est éconduit comme un malpropre pendant que des médecins meurent. Je pense que c'est André Goscinny qui avait bien résumé cette expression de la méchanceté, parce qu'il ne s'agit que de ça. Il disait, la méchanceté est tout, sauf une forme d'intelligence. Mais, comme j'ai l'habitude de le dire, on pense faire du mal à qui? Monsieur Meka, quand vous dites que le MRC politise cette pandémie, non, c'est pas nous qui... C'est pas nous. Quand vous refusez de prendre les dons de l'initiative Suivi Cameroun, qu'est-ce que vous faites? Si ce n'est de la politisation, qu'est-ce que vous faites? Mais ça s'appelle, et j'ai utilisé le terme tout à l'heure, c'est de la méchanceté. Mais vous êtes méchant contre qui? Contre M. Christian Pendaïkoka? Contre M. le président Kamto? Ah mais non, vous faites erreur. C'est contre les Camerounais que vous êtes méchants. Vous n'avez pas de cœur. Vous ne pouvez pas transformer une initiative comme celle-là, qui a été adoubée par des millions de Camerounais à travers le monde pour aider les leurs. Pour aider les leurs. Parce qu'on ne peut rien faire contre cette pandémie sans une véritable solidarité nationale. On ne peut rien faire. Angèle Comment des Camerounais? Angèle Bell, bon d'accord, mais la solidarité nationale a également des règles. Hein. Le gouvernement a demandé que ce soit le ministre de l'administration territoriale qui reçoit le don de survie Cameroun au nom du gouvernement. Pourquoi vous n'y êtes pas allé après la lettre que le ministre de la Santé a adressée au président du comité de gestion de survie Cameroun, lui demandant d'aller vers le ministre de l'administration territoriale pour pouvoir procéder à justement à l'offre, à pouvoir donner ce don à ce ministère-là, puisqu'il y a un certain nombre de soucis qui se posent avec la légalité de l'initiative en question, selon le gouvernement. Ben, écoutez, la réponse est simple, monsieur Noufele. Il y a eu une initiative du gouvernement. Il y a eu d'autres initiatives. C'est des gens qui font des dons. Ils ont choisi où donner. C'est eux, c'est des Camerounais qui ont choisi. Ils auraient pu choisir d'aller vers la caisse, je ne sais pas quelle est cette caisse, la caisse de M. Atangadi, ou n'importe quelle autre caisse. Ils ont choisi. Sur la base de quoi? Bon, certainement, je penserais que c'est beaucoup plus sur la base d'une confiance. Mais, M. Noufele, je pense qu'il y a une lettre commande qui a circulé sur les réseaux sociaux où des gens achètent des paquets de gants à 10 000 francs. Vous pensez sérieusement que des Camerounais peuvent donner leur argent pour que ce soit dilapidé de la sorte? Pour qu'il y ait des détournements massifs autour de quelque chose qui pour au départ était un élan de cœur? Que cela aille dans les poches de certaines personnes. Maître Tsapi a dit et il assume, il dit que autour du don de 1 milliard ou 2 milliards, je ne sais pas trop combien, de M. Biya, il y a eu d'énormes détournements. Et en plus, lorsque l'on sait comment sont gérés les fonds publics dans ce pays, pourquoi voulez-vous demander à un Camerounais qui a tous ses sens de faire confiance à ce gouvernement dans la gestion d'un élan de solidarité? Ils ne sont pas dupes. Ils ont su à qui faire confiance. Ils ont fait confiance à l'initiative du président Kamto parce qu'ils savent ce que le président Kamto représente pour eux. Ils font confiance aujourd'hui à M. Christian Pendaïkoka qui a été nommé président du comité de gestion. C'est une question de confiance entre les gens qui donnent et ceux qui plus tard vont utiliser. Après vous, Angèle-Bert Le Bondachoua, André Luther Meka, sur la souffrance du personnel soignant et des médecins engagés dans la prise en charge des cas du Covid-19 au Cameroun. Ils se plaignent de l'insuffisance des équipements de protection individuelle et autres matériels importants pour les protéger et leur permettre d'optimiser la prise en charge des patients. Comment expliquer cela alors que officiellement le gouvernement dit que tout a été mis en œuvre pour pour encadrer les professionnels de la santé afin d'optimiser la prise en charge? Je voudrais d'abord, à la suite de la parole de M. Le Bondachoua, vous dire que je suis un peu harassé, un peu embêté. Surtout, j'ai été beaucoup embêté quand Maître Lavoisier Kianini, qui est un veilleur du droit,
essaye, n'est-ce pas, d'adouber l'imposture. Le véritable problème, c'est quoi? Le véritable problème, c'est que on demande au MRC, qui se cache derrière cette nébuleuse de survie, de respecter la loi. De respecter la loi. Maître Lavoisier, je suis déçu que vous supportez l'imposture. Vous qui êtes un avocat, comment vous ne voulez pas qu'on demande au MRC de respecter la loi? Le véritable problème, et il faut que les téléspectateurs le sachent, c'est que les levées de fonds sont interdites. Le ministre de l'administration territoriale a demandé de cesser cette pratique et de pouvoir faire une autorisation pour le faire. Et comme Maurice Kamto est entré dans le cercle très risible et comique des présidents élus qui font le déni de l'autorité, il passe son temps à ne pas respecter l'ordre établi. Voilà tout le problème. Tout ce que vous avez entendu, monsieur le bon de Choix, c'est pour contourner la loi et de ne pas s'arrimer sur la procédure, le tracé, le canevas que le gouvernement a établi. C'est une fausse route. Sur ce canevas, André Luther. Et je suis désolé que un grand avocat comme Maître Lavoisier, depuis que je suis allé au-dessus des bancs, il est avocat, il soutient l'imposture. Pour la politique, vous ne pouvez pas soutenir l'imposture. On leur demande de se conformer. Et dès lors qu'ils sont conformés, effectivement, tout va couler de source. Donc, pour moi, c'est un faux débat. Justement, André Luther, sur ce canevas, il y a la députée PCRN, Nourane Fotsing. En fin de semaine, elle a publié sur son compte Facebook officiel que la demande d'autorisation déposée sur la table du MINAT n'a pas encore reçu de réponse un mois plus tard, alors qu'elle a besoin de se déployer pour venir en aide aux Camerounais. Autre cas illustratif, la Nouvelle Expression révèle que l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale a fait une levée de fonds dans la région de l'Adamawa pour procéder à un élan de solidarité à l'endroit des populations. Et selon la Nouvelle Expression, il n'a pas déposé de demande auprès du MINAT. Comment expliquer ces mutations? Nous sommes en train d'interroger la démarche. Je suis en train de vous donner les éléments. André Luther, on interroge la démarche d'une parlementaire qui a été appelée, qui a discuté avec le ministre de l'administration territoriale et ensuite a déposé une demande d'autorisation pour une opération de levée de fonds et pour assister les populations démunies dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Je suis en train de vous... Elle fait savoir que cela fait un mois que l'autorisation a été sollicitée et qu'il n'y a pas eu une réponse claire concernant sa capacité à pouvoir lever les fonds ou pas. C'est sur ce point que nous sommes. Et c'est sur ce point très précis. Parce que vous ne faites pas la politique, nous on fait la politique. Je suis en train de vous dire qu'il faudrait que M. Cabral Libby donne sa position par rapport, n'est-ce pas, à l'action de l'honorable Nourane. Et là, vous comprendrez effectivement que quand vous êtes dans un parti politique, la parole du leader compte. Donc, il est important que je puisse vous dire, sur ces deux raisons, qu'elle aurait pu simplifier la procédure en demandant l'autorisation chez le sous-préfet dans le cadre de sa circonscription pour que ce soit plus simplifié. Elle aurait pu s'associer avec son leader pour que cela porte effet sur le plan politique. Auquel cas, il est important que le président, l'honorable Cabral Libby, se définisse sur la politique que prend son parti parce que cela peut également geler sa procédure. En clair, le gouvernement se préoccupe plus des guéguerres politiciennes et non de la situation du personnel de santé qui est en difficulté et qui peine à avoir les équipements de protection nécessaires pour faire face à la pandémie? Moi, j'appelle ça des inférences et des déductions erronées. Ce que j'étais en train de vous émettre un argumentaire dont vous m'avez posé sur la table le cas de Mme Nourane, et je crois que j'ai très bien expliqué cela parce que c'est important que vous le sachiez. En ce qui concerne le cas des médecins, bien évidemment qu'il peut y avoir des poches de résistance de ceux qui n'ont pas eu de matériel. Et je sais qu'il y a un tweet du ministre qui a rassuré quand c'est un nombre de commandes sont faites par rapport, n'est-ce pas, à leur équipement. Donc, je crois que nous sommes à l'attente. Certainement que le ministre a pris connaissance de ses besoins et il est en train de résoudre cela. Alors justement, André Luther, il y a des questions qui se posent sur le don du chef de l'État qui est mobilisé à travers le ministre de l'administration territoriale. Dans le contexte actuel, au regard de l'architecture institutionnelle du Cameroun et des lois et règlements en vigueur, s'agit-il d'un don du président de la République ou alors d'une action d'un chef de l'État qui entre dans ses missions régaliennes d'apporter un soutien aux populations? Bon, je vais vous amener dans les théories du pacte du contrat social, qui sont les théories qui montrent l'origine de l'État. Nous avons donné notre volonté générale
à un être suprême qu'on appelle le Léviathan qui fixe les règles du juste et de l'injuste. Et il agit en notre nom. Et il peut délibérément, au nom du pouvoir que nous lui avons donné, de dire, d'affecter une quote-part pour la lutte du Covid-19 et cela peut participer d'un don parce qu'il a pris la mesure de la situation. Et donc, ça vient des caisses du trésor public ou cela vient des poches personnelles du président de la République? Ça vient des caisses de la République, mais ça vient aussi de sa disposition à pouvoir, n'est-ce pas, donner sa participation par rapport à une situation. Je peux vous dire qu'il a également le pouvoir de ne pas le faire. Il a le pouvoir de le faire à un certain moment. Il a décidé de le faire de façon expresse et il a ce pouvoir-là de pouvoir donner ce don à la population. Après vous, André Luther, j'aimerais, Edmond Kandia, qu'on puisse éclaircir la lanterne des Camerounais sur les dons d'un président de la République, sur les initiatives mises en place, élaborées par le chef de l'État, dans le cas d'espèce, avec les annonces faites par le ministre de l'administration territoriale qui parle d'un don du président de la République de l'ordre de 2 milliards de francs CFA destinés aux populations du Cameroun. Quels éclairages pouvez-vous apporter à ce sujet? Quand je viens d'écouter mon cher André Luther Meka, j'ai compris pourquoi il y a tout un amalgame, il y a beaucoup de choses inexactes qui sont dites et redites sur le fameux don du chef de l'État. À la question qui vous a été posée, vous avez été embarrassé à la question de savoir si cet argent venait des poches du chef de l'État ou de l'argent de l'État. Bon, vous avez finalement évoqué qu'il s'agissait de caisses publiques. Bon, caisses publiques, c'est-à-dire l'argent de l'État. Je vais répondre à cette question, Cédric Noufele, pour vous dire qu'en réalité, d'où vient-il donc qu'il y ait un amalgame? C'est parce que dans ce pays, on a été habitué à l'amalgame. À l'amalgame parce que de bout en bout, on est dans des situations où le chef de l'État ne s'est jamais, par exemple, départi de sa casquette de président national du RDPC. Parce qu'il est président national de son parti, il est président de la République, il est chef de l'État, il est tout ça à la fois. Si bien que quand il pose un acte, on ne sait plus si l'acte est celui du président du parti RDPC, si l'acte est celui du président de la République ou si l'acte est celui du chef de l'État. Si je m'en tiens tout simplement à la mise en scène à laquelle on a assisté du MINAT avec une banderole du jamais vu. On a vu la photo du chef de l'État devant des matériels qui devaient aller en province, en région, dans les 360 communes. Parce qu'à côté de l'expression du jamais vu et de la photo du chef de l'État, on avait mis dans les 360 communes. Et nous apprenons que dans les 360 communes, les matériels qui sont arrivés ne peuvent pas satisfaire ces communes-là. C'est le premier constat. Revenons à la question de fond. Normalement, on a vu des véhicules de l'État descendre sur le terrain, des véhicules militaires de l'État. C'est-à-dire que les véhicules de l'État, de l'armée, sont allés dans les régions remettre ce qu'on a appelé les dons du chef de l'État. Ce qu'il faut dire, c'est que de bout en bout, dans cette initiative qu'on appelle le don du chef de l'État, on a utilisé les moyens de l'État. Mais ce qu'il convient de dire en réalité, c'est que s'il fallait parler de manière propre, on aurait dû dire le don du président de la République. Et dans ce cas de figure, la personnalité qui se serait mise en avant serait le directeur du cabinet civil. Et pourquoi? Parce que c'est lui qui gère les affaires privées du chef de l'État. Et un don personnel du chef de l'État rentre dans les prérogatives et les actions du directeur du cabinet civil. Mais on l'a vu nulle part dans cette opération. On a plutôt vu, et de bout en bout, le ministre de l'administration territoriale. Donc, ce sont les institutions de l'État qui ont été mises en avant. Cela signifie qu'il ne s'agit pas, à proprement dit, du don personnel du président de la République, mais du don du chef de l'État. En tant que tel, chef de l'État, c'est-à-dire don de l'État du Cameroun. Cela signifie que cet argent a été prélevé dans les caisses de l'État du Cameroun. Après, et c'est pour cela que les moyens de l'État ont été mis en branle pour ramener tous ces moyens
dans les institutions déconcentrées et décentralisées de l'État du Cameroun. Il ne s'agit donc pas du don personnel du président de la République, mais du don de l'État. C'est ce qu'on aurait dû dire. Le chef de l'État fait un don de l'État. Après ces clarifications, Edmond Kamdia, Maître Lavoisier Sapi, les municipalités se plaignent d'avoir été exclues dans la stratégie de lutte contre la pandémie du coronavirus. Les populations manifestent leur insouciance et leur ignorance du danger auquel elles sont exposées. Pour vous, qui êtes à la municipalité de Bafoussam premier, concernant le plan de réponse sanitaire, est-ce que vous avez pu soumettre vos doléances au gouvernement? Est-ce que vous avez discuté avec les autorités administratives sur la mise en œuvre d'une stratégie locale pour contenir la pandémie, pour éviter de nouveaux cas de contamination dans votre localité? Tout à fait, Cédric, nous l'avons fait. Mais avant de revenir à ce que nous avons fait en concert avec les administrations locales pour contenir cette pandémie, je voudrais revenir sur la polémique que M. Meka a soulevée, à savoir que je cautionne l'imposture du MRC par rapport au débat juridique. Non, je ne cautionne pas l'imposture. Je ne peux pas d'ailleurs cautionner l'imposture. Il faut se poser une question. Nous avons eu des appels à la générosité publique faite par le président de la République. La Coupe du Monde 1994, avec la participation des Lions Indomptables aux États-Unis, il y a eu appel à la générosité publique. Dans la lutte contre Boko Haram, le chef de l'État a lancé un appel à la générosité publique. Le SDF a cotisé près de 8 millions de francs. Cet argent avait été remis au gouverneur du Nord-Ouest pendant les célébrations du 25e anniversaire du SDF à Bamenda. Maintenant, l'appel à la générosité publique vient d'être lancé par le président de la République à l'occasion du coronavirus. Vous l'avez évoqué. Le chef de l'État a mis 1 milliard de francs. Il y a une loi sur l'appel à la générosité publique. Cette loi, elle date de 1983. Elle est signée le 21 juillet 1983, signée par Paul Biya. La question qu'on se pose, quand le chef de l'État a signé une loi, est-ce que lui, président de la République, est astreint à respecter cette loi? L'appel à la générosité publique pour le Covina, que le chef de l'État vient de lancer, est-ce que le chef de l'État s'est conformé à la loi de 1983? Est-ce que le chef de l'État a saisi le préfet de Fundi, comme l'exige cette loi de 1983, pour lui dire: j'ai envie d'appeler les Camerounais pour cotiser, pour combattre le Covina? Est-ce que le chef de l'État a adressé une telle demande? Et s'il a adressé, vous serez au courant? S'il vous plaît, l'appel à la générosité publique a été annoncé par le secrétaire général du Premier ministre, Séraphin Malgoura Fouda, qui n'est pas porte-parole du gouvernement, qui n'est pas porte-parole de la présidence de la République. C'est lui qui annonce, le secrétaire général du Premier ministre, qui annonce que le chef de l'État appelle les Camerounais à la générosité publique et a offert 1 milliard de francs pour le début de cette opération. Donc, je vous mets au défi de prouver que le chef de l'État lui-même a respecté cette loi. Parce que quand vous dites que le MRC n'a pas respecté la loi, est-ce que votre appel à la générosité publique a respecté cette loi? On a respecté la loi. S'il vous plaît. Le MRC n'a pas respecté la loi. Ce que vous refusez d'admettre. Non, maître, excusez-moi. Est-ce que vous admettez qu'ils n'ont pas respecté la loi? Il a la parole de dire que quand vous ne respectez pas la loi, le ministre de l'administration territoriale, l'appel à la générosité, ça commence par la préfecture. On dépose un dossier à la préfecture. C'est l'article 2 du décret d'application de 1985. On dépose un dossier à la préfecture. La préfecture étudie, envoie au MINAT pour que le MINAT donne l'arrêté. Le président de la République... Vous ne répondez pas à ma préoccupation. Est-ce que le MRC a respecté la loi? Permettez qu'il développe quand vous parlez de l'association, vous savez que le régime des associations au Cameroun est défini par une loi. Il y a deux régimes. Il y a parce que le principe de la liberté d'association est prévu par la Constitution et concrétisé par la loi sur les associations.
qui consacre le principe de la liberté d'association. Maintenant, les associations à caractère national font l'objet d'une simple déclaration. C'est les associations étrangères, c'est-à-dire celles qui sont formées par les non-nationaux, c'est elles qui font l'objet d'une autorisation. Mais je voudrais attirer votre attention, M. André Luther, sur l'article 5, alinéa 3 de la loi sur la liberté d'association qui dit ceci. En dehors du régime de déclaration et du régime d'autorisation, qui dit ceci. Toutefois, ce régime, c'est-à-dire celui d'autorisation et celui de déclaration, toutefois, les régimes prévus à l'alinéa 1er ci-dessus ne s'appliquent pas aux associations de fait d'intérêt économique, socio-culturel. Il y a des associations qui n'ont pas besoin d'autorisation pour exister. Lorsque vous parlez de Survie Cameroun n'est pas une association. C'est une initiative humanitaire. Parce que vous n'allez pas me dire que le ministre de la Santé, qui à longueur de journée reçoit les dons de toutes parts, le fait en vertu d'une autorisation. Vous encouragez l'anarchie. Survie Cameroun, Maître, vous encouragez l'anarchie. Survie Cameroun est une initiative humanitaire qui est née de la volonté de certains Camerounais de venir en aide à d'autres Camerounais pour les empêcher de mourir de ce virus qui est arrivé de manière circonstancielle. Personne n'a prévu que ça arrive. En droit, on parlait de force majeure, d'un cas d'exception. Et dans ces circonstances-là, on n'a pas besoin d'une loi. On n'a pas besoin de créer une association pour cela. Donc, quand vous dites que vous ne recevez pas les dons qui sont venus de Survie Cameroun, c'est une initiative malheureuse pour la défense Mais Maître Lavoisier s'appuie, le ministre de la Santé a demandé qu'ils aillent vers le ministère territorial pour pouvoir justement donner leurs dons. Ils n'ont pas de personnalité juridique. Est-ce que ce n'est pas une démarche Ils n'ont pas de personnalité juridique. Non. Le ministre de la Santé a reçu le sénateur Ngouchigné et a reçu 250 millions. Il a reçu Aladji Danpulo, a reçu 200 millions d'aides. A reçu la société Orca qui a donné des tonnes de riz. À longueur de journée, le ministre de la Santé reçoit des dons des citoyens camerounais. Le don du citoyen Maurice Kamto n'en fait pas exception. On ne peut pas, pendant qu'on reçoit pour certains, le renvoyer sur quelle personnalité juridique à aller donner son don au ministre de l'administration territoriale. Et je voudrais terminer en disant que Survie Cameroun a saisi le ministre de la Justice. Vous savez que les prisons, c'est un milieu où les gens sont extrêmement vulnérables. Si le ministre de la Justice répond par la négative, comme le ministre de la Santé l'a fait, et si vous avez des centaines de prisonniers qui décèdent à la suite du Covid, parce qu'on a refusé ces dons, ça devient un crime contre l'humanité. Et vous connaissez bien la définition de ce qu'on appelle crime contre l'humanité. Donc j'attire l'attention du gouvernement sur l'irresponsabilité de certaines mesures qui sont prises, alors qu'on est en période de crise, alors que les vies des Camerounais sont menacées. J'attire l'attention du gouvernement, ce que vous faites n'est pas bien. Et maintenant, pour revenir à votre question, au niveau de la commune de Bafoussam Premier, nous avons tenu des réunions avec le préfet de la MIFI, avec le gouverneur de la région de l'Ouest, pour que la commune apporte sa participation à la lutte contre la pandémie. Et la commune de Bafoussam Premier, à ce jour, est à plus d'1 million de francs de dépenses en sodo, en gel, en cache-nez. Nous avons installé, le maire Nian Cyril et son équipe, nous avons installé des sodos dans tous les services publics, dans tous les points populaires de l'arrondissement de Bafoussam Premier. Nous avons désinfecté le palais de justice de Bafoussam. Nous avons désinfecté la plupart des... Avez-vous reçu des moyens de la part du gouvernement pour optimiser vos capacités à pouvoir sensibiliser les populations et justement donner des moyens aux hôpitaux publics et autres centres de santé où les populations se rendent pour leur première fois lorsqu'ils font face à des symptômes d'une maladie? À ce jour, aucun soutien du gouvernement n'a été reçu à la commune de Bafoussam Premier. Et je vous ai dit, le don du chef de l'État est géré par le sous-préfet, ce n'est pas géré par la commune. Donc,
l'initiative que nous avons sur le terrain et qui est assez louable, qui est respectée par les populations, c'est des initiatives prises par la commune sur les fonds communaux. Après vous, il y a cette question de survie Cameroun qui se pose. Le débat s'est déplacé du ministère de la Santé publique, Angélbert Lebondachwa, pour la localité de Monatélé, dans le département de la Léquié, où l'un des adjoints au maire, ou l'unique adjoint au maire, a sollicité Survie Cameroun pour avoir un don matériel, un don en matériel médical, et ensuite il y a une levée de bouclier au sein de la municipalité, estimant qu'il n'a pas le droit, en tant qu'adjoint au maire, d'initier une telle démarche à travers une association jugée illégale. Comment avez-vous vécu ces batailles, ces tensions politiques à Monatélé sur fond de discussion sur la pertinence de l'initiative Survie Cameroun et l'intérêt d'un tel don à ces populations-là? Non, je pense qu'il faut revenir un peu à la genèse. Je pense que la genèse a été soulevée ici par M. Meka, qui insiste à démontrer le caractère illégal de Suivi Cameroun, de l'initiative Suivi Cameroun. Et je l'ai entendu parlant du droit, parler. Alors en ce moment, je ne vais pas parler du président Kamto, je vais parler du professeur Kamto. Et il a parlé il a sorti une expression, imposture. Imposture. Lui-même a précisé dès le départ qu'il est doctorant, je ne sais pas si doctorant en droit. C'est doctorant en droit. Voilà le pays de l'imposture. Quand M. Kamto dit nécessité fait loi, je ne veux pas rentrer dans ce juridisme. Je pense que Maître Lavoisier Tsapi s'est longuement épanché là-dessus. Non. Le problème, il faut le voir ailleurs. Ça devient même un problème de morale de la part de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui par effraction. Je ne peux pas comprendre que dans le cas de cette pandémie, que des Camerounais soient en train de mourir, qu'on vienne avec des dons et que ces dons soient refusés. Qui peut être aujourd'hui autorité morale reconnue mieux que Monseigneur Cléda? Monseigneur Cléda qui a reçu l'équipe de Survie Cameroun, équipe conduite par le bâtonnier Yanda Black. Bâtonnier, c'est-à-dire qu'un homme de loi, de droit. Vous voyez un homme de droit, de loi, de rentrer dans quelque chose d'illégal, apprenons à être sérieux. Je dis apprenons à être sérieux. Pour revenir à Monatélé, je pense que Sa Majesté Célestin Bézigui, par ailleurs, maire adjoint de Monatélé, l'a bien compris. Une seule main ne peut pas, comme on dit chez nous, attacher un fagot. Pour lutter contre cette pandémie, on a besoin de tout le monde. Il a dit de manière ouverte, il a fait la demande de manière ouverte, parce qu'il a compris que, et comme il a dit lui-même, que ces populations avaient besoin de ces dons. Et à l'heure où je vous parle, il a déjà déclaré officiellement avoir reçu ces dons. Quel est ce pays de la méchanceté, M. Meka? Quel est ce pays où, au nom de la politique, au nom du pouvoir d'un être espérant éternel, au nom du pouvoir d'un être, on sacrifie des Camerounais? Quel est ce pays? C'est le seul pays au monde. Je dis, le président de Madagascar s'est proposé aujourd'hui de mettre à la disposition de ses frères africains un médicament. Que ce soit vrai ou pas, on prend d'abord. Et on a vu comment la plupart des chefs d'État africains aujourd'hui sont en train de se ruer vers Madagascar. Où est M. Biya? Où est M. Biya? Je ne sais pas combien de fois on va vous le dire pour que vous compreniez un peu la responsabilité d'un chef d'État dans la lutte contre une pandémie. Le dire, ce n'est pas politisé. Pour revenir à Monatélé. Alors, c'est les populations de Monatélé aujourd'hui qui sont
demanderesse. C'est-à-dire qu'au-delà même de ce que Survie Cameroun a décidé de faire à Monatélé, le MRC maintenant en tant qu'entité, à travers nos représentations là-bas, iront, dans un élan de solidarité du parti, donner aux populations de Monatélé. Mais dans une interview accordée au journal Essingan, le maire a dit que sa localité n'a pas besoin du don de Maurice Kamto. Comment expliquez-vous aujourd'hui que vous évoquez sur ce plateau que les populations sont demanderesses, alors que le maire qui est élu dans cette localité estime que ces populations n'ont jamais demandé quoi que ce soit à Maurice Kamto, que ce soit en don matériel, médical ou autre chose? Honnêtement, j'espère que les populations de Monatélé sont en train de nous suivre et confirmeront donc qu'elles n'ont pas besoin de ces dons. Non, on est en train de parler d'une région du pays où il manque de l'eau potable. On est en train de parler d'une région, je ne veux pas dire que c'est une particularité à cette région-là, mais tout le monde sait que la plupart des régions aujourd'hui au Cameroun sont des régions pauvres. Les populations sont démunies parce que malheureusement, c'est ce qui se passe depuis 40 ans. Aujourd'hui, on a passé le temps à appauvrir des populations. Je ne peux pas comprendre qu'une population qui soit aujourd'hui appauvrie dise qu'elle n'ait pas besoin et de gel hydroalcoolique, parce que je ne sais pas, je ne connais pas les revenus moyens à Monatélé, mais pour qu'ils s'achètent un gel hydroalcoolique, quand même, sauf si là-bas, il ne faut pas insulter les populations de Monatélé. Je ne suis pas en train d'insulter et ne politisez pas mes paroles. Il ne faut pas les insulter. Je parle étant très mesuré. J'en aurais dit pareil pour chez moi à New Bella. Non, je ne peux pas accepter, étant sur ce plateau, que tu insultes les populations de Monatélé. Ne dis pas qu'ils ils sont incapables d'acheter le gel. Non. Je ne peux pas accepter ça. Vous allez réagir. Vous ne pouvez pas faire de la récupération politique. Quelle récupération? Vous étiez dans cette logique. Je vous en prie, André Luther. Il a la parole. Vous ne pouvez pas faire cette récupération politique parce qu'avec moi, ça ne marchera pas. Et je dis que ce que je dis pour Monatélé, si c'était mes frères de Nobel qui l'avaient dit... Soyez plus poli. Ça ne marchera pas, monsieur. Non, soyez plus poli avec cette population. Alors, je suis en train de dire que ce que je dis là n'est pas propre aux populations de Monatélé. Je parle des populations camerounaises. De la population camerounaise dans sa grande majorité qui vit avec plus de 50% qui vit avec moins d'$1 par jour. C'est pas moi qui le dis. Le dire est une insulte. Ou bien parce que j'ai prononcé le mot Monatélé. La réalité aujourd'hui est là. De manière flagrante. Ce n'est pas tous les Camerounais aujourd'hui qui peuvent s'offrir le luxe de s'acheter un cache-nez ou un cache-bouche ou un masque, je voulais dire, ou alors c'est 500 francs. C'est 500 francs pour vous. Il ne faut pas insulter les gens jusqu'à ce point. Je vous en prie. C'est 500 francs. André Luther, André Luther, vous voulez dire que des Camerounais, dans la majorité, je vous en prie, je vais terminer. C'est même 200 francs. Pour qu'on puisse évoluer dans je vais terminer. Vous allez pouvoir il parle aujourd'hui de masque à 200 francs, je vous le concède. Mais c'est vous, et sachez-le, qui êtes allé au niveau de la Nord, mettre des normes pour des masques, et que l'entreprise que vous avez retenue pour fabriquer ces masques aujourd'hui les vend à 1300 francs. De quel masque à 200 vous parlez? Mais ça dépend de la clientèle. Je vous parle de ce qui est officiel. Chaque entreprise a sa clientèle. La SICAM, qui est l'entreprise retenue par le ministre du Développement industriel et commercial, d'accord, vend aujourd'hui des masques à 1300 francs. Je vous en prie. Évoluons dans le débat. La SICAM a précisé que ces masques peuvent être réutilisés plusieurs fois et qu'ils respectent les normes en vigueur au Cameroun, dont 1300 francs CFA, avec une utilisation qui va au-delà d'une dizaine de fois, selon les informations qui nous sont parvenues concernant la SICAM. Pour autant, avec vous, André Luther, il y a ce bras de fer autour d'un simple don en matériel médical pour l'un des leaders politiques dans le département de la Léké, notamment à Monatélé, qui a suscité des tensions au point que l'administration territoriale s'en mêle en interdisant toute cérémonie de rétrocession de dons sans son autorisation dans cette localité. Comment expliquer ce bras de fer entre leaders politiques locaux autour d'un don sollicité par Célestin Bedziki?
Je voudrais d'abord rappeler les faits parce que beaucoup de gens peuvent beaucoup parler, faire la surenchère verbale et que les Camerounais ne reconnaissent pas les faits. Le président du Front des démocrates camerounais, M. Emilien Atangana, a saisi le président du parti de l'Alliance libérale, PAL, Sa Majesté Bézigui, par une lettre ouverte, en lui rappelant la loi par rapport à la demande des dons à l'association Covid. Il lui rappelle la loi, c'est-à-dire que la violation de la loi numéro 19/024 du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités décentralisées qui dispose à son article 167 que l'acceptation ou le refus des dons legs relève des attributions du conseil municipal et non d'entièse. Voilà le problème. Je crois que ce jeune qui a eu la lumineuse idée de rappeler à l'ordre ce grand frère lui a démontré effectivement qu'il faudrait qu'il soit régalien. Et je crois que Sa Majesté Bézigui, de façon tacite, a reconnu. Il a dit que si il ne peut pas demander ce don en tant qu'adjoint au maire, s'il ne peut pas demander ce don en tant qu'auxiliaire de l'administration chef, il pourrait le demander en tant que celui qui est, n'est-ce pas, président d'un parti. Donc, c'est dans le cadre de la loi. On a redressé le grand frère dans le cadre de la loi. Eh bien, lorsque le préfet arrive et demande à ce que les dons ne soient pas distribués, mais c'est à raison. D'ailleurs, moi-même, j'ai commencé à dire qu'il était important qu'on essaie de pouvoir vérifier ces dons. Quelle est l'inquiétude d'une autorité administrative lorsque deux leaders politiques discutent sur les initiatives de la municipalité et d'autres initiatives qui pourraient être prises à l'endroit des populations? Non, moi je vais même plus loin. Je crois qu'il y a eu même un laxisme, une tolérance administrative sur ces dons qui ont été importés. Il fallait qu'il y ait un certificat de conformité de ces dons, qu'il y ait des fiches techniques et qu'il y ait, n'est-ce pas, un certificat d'origine pour qu'on sache d'où viennent ces dons. Et qu'on puisse même avoir, n'est-ce pas, ne serait-ce que les conditions de conditionnement de ces dons, comment cela a été conditionné. Parce que vous ne savez pas si ces médicaments, tout ça, ont été empaquetés dans la chaleur. Cela peut effectivement créer un certain nombre de problèmes. Mais j'aimerais revenir sur un certain nombre de choses. Et ça, c'est très important. Je suis content aujourd'hui que M. Maurice Kamto, qui a reçu 7 milliards du code pénal, comprend aujourd'hui que nécessité fait loi. Il savait que nécessité faisait loi, mais il a dit qu'on doit condamner les locataires. Il a dit ça dans le code pénal, il a écrit ça. Il savait que nécessité faisait loi. Il a demandé que les mendiants ne puissent pas. Je dis que n'engage que vous. Mais je suis en train de vous dire, que vous n'allez pas m'empêcher de le dire. Il savait que nécessité faisait loi, mais il a écrit dans le code pénal qu'on doit emprisonner les locataires. Il savait que nécessité fait loi, mais il a demandé qu'il n'y ait plus la mendicité. Dans le code pénal qu'il a écrit, on réprime la mendicité. Il savait que nécessité faisait loi. Permettez qu'il aille jusqu'au bout pour qu'on comprenne. Quel est le rapport entre l'évocation de ces éléments-là et cette polémique autour du don de Survie Cameroun à Monatélé, pour qu'on puisse bien comprendre? Je vais très bien vous expliquer. Le MSC veut démontrer effectivement que quand il y a un problème, il y a une nécessité, il faudrait que toutes les forces vives se réunissent pour résoudre d'abord ce problème. Mais le véritable problème que nous avons, c'est que dans la politique sociale qu'ils sont en train de faire, leur leader a fait un certain nombre de lois qui sont tout à fait liberticides et qui tuent même la politique sociale au Cameroun. C'est en cela la contradiction. Puisque M. Kamto a été expert du code pénal, il a pris de l'argent, c'est lui-même. Il ne savait pas que nécessité faisait loi en demandant qu'on condamne les locataires. Il ne savait pas que nécessité faisait loi en demandant qu'on condamne ceux qui font la mendicité au Cameroun. C'est en 2020 qu'il sait que nécessité fait loi et qu'il faudrait aider les gens. Ça, c'est une politique d'ubiquité. Et vous en avez l'habitude. Oh non. Non, vous en avez l'habitude. Ce que je voudrais vous dire, et je vais terminer par là, respectez la loi, il y aura moins de problèmes. Respectez la loi. Laissez ces histoires farfelues de présidents élus, respectez la loi. Alors, André Luther, dans ce contexte où le Cameroun fait face à 2265 cas de Covid-19, plus de 100 morts, 114 morts selon le dernier bilan officiel. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer le plan de réponse sanitaire? On a vu des plaintes de la part des mairies, des maires et magistrats municipaux qui n'ont pas été associés dans la stratégie au départ
Et c'est il y a quelques jours que le ministre de la Communication a reçu certains d'entre eux pour évoquer un plan de campagne de sensibilisation sur le plan local. Que faut-il faire sur le plan sanitaire pour optimiser la prise en charge, selon vous? D'abord, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises. Il y a un fonds de solidarité qui fonctionne. Il faudrait qu'à l'unisson, tous les Camerounais puissent se mettre sur la table pour pouvoir lutter ensemble. Mais d'un côté, nous avons déjà des hommes politiques qui ont pris des initiatives, notamment dans le cadre d'accompagner le gouvernement par rapport, n'est-ce pas, aux mesures. Mais ce que vous demandez par rapport à l'amélioration, je veux vous dire, par rapport aux mairies, qu'il est important que le FECOM puisse les accompagner. Mais pour que le FECOM les accompagne, il faudrait qu'ils fassent des conseils où ils font des propositions au FECOM et que le FECOM puisse voir ce qu'ils peuvent disposer à pouvoir les accompagner. Il ne s'agit pas d'un problème de politique politicienne, il s'agit que tout le monde mette la main dans la pâte, mais seulement dans un cadre de la loi, monsieur le MRC, le cadre de la loi. Vous sortez du cadre, effectivement, vous êtes marginaux. Parce qu'il faudrait que ce soit dans le cadre de la loi. Angelbert Lebon-Dachua, dans ce contexte de crise sanitaire, que proposez-vous concrètement pour améliorer la prise en charge des patients atteints du Covid et donner les moyens nécessaires aux médecins, eux aussi d'être protégés et de pouvoir aller plus loin dans le traitement des patients? Comme avec toute pandémie, il faut d'abord insister sur les mesures barrières, c'est-à-dire que de manière concrète, qu'est-ce qu'on fait? Et je dis toujours, nous avons, le MRC de manière officielle, depuis le départ, demandé le confinement partiel. Du moins à l'époque, pour les villes qui étaient touchées. Il n'y en avait que 3. Il y avait Douala, Yaoundé et Bafoussam. Aujourd'hui, c'est les 10 régions du Cameroun et tout le monde comprend bien pourquoi. Parce qu'effectivement, on n'a donc pas pu appliquer ce confinement partiel. Maintenant, les choses étant faites et les dégâts commençant à être constatés, il faut maintenant que nous puissions courir après la pandémie. Courir après la pandémie, c'est faire au maximum, je dis bien au maximum, des tests. C'est-à-dire pouvoir tester le maximum de personnes. Et une fois que des cas positifs sont révélés, il faut immédiatement qu'ils soient mis en quarantaine et en fonction du niveau d'infection, soient mis en quarantaine ou évidemment être traités. Et au niveau du traitement, tout le monde se rend bien compte qu'aujourd'hui, nous avons une politique sanitaire qui a complètement échoué. Quand on vous dit aujourd'hui quelles sont les capacités de réaction ou bien de notre réaction ou bien de notre système médical face à cette pandémie, je vous assure, vous avez froid au dos. Donc, il est urgent aujourd'hui de pouvoir renforcer, j'ai dit renforcer très rapidement notre plateau technique, c'est-à-dire notre capacité technique à répondre à la pandémie. Ensuite, une fois, évidemment, les gestes barrières que l'on connaît aujourd'hui, la distanciation sociale, se laver les mains autant de fois qu'on veut par jour, sortir avec un masque. Mais cela doit être soutenu, accompagné. C'est pourquoi on parle donc de mesures d'accompagnement. Est-ce que vous savez, M. Meka, aujourd'hui, sans publicité, il y a une grande chaîne hôtelière au Cameroun qui s'appelle la chaîne Résidence La Falaise qui a fermé. Et cet hôtel, le Nouvel, dans tous les cas, qui est situé à Bonapriso, a été inauguré il y a moins d'un an. Allez voir le niveau d'investissement consenti. Vous pouvez vous imaginer ce que ressent aujourd'hui M. Monka Pascal, pour ne pas le citer, et des milliers d'autres comme ça. Je dis bien des milliers d'autres. Je ne sais pas si... Il ne faut pas exagérer sur les chiffres. Ne dites pas des milliers. Alors, ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas vrai, ça, des milliers. En communication, dans un communiqué officiel conjoint, le JICAM et ECAM ont dit que 95% aujourd'hui des entreprises sont impactées. C'est pas moi. Mais pas fermées. Non, je dis impacté. Vous, c'est ce qu'on appelle impacté en économie. Impacté. Donc, à partir du moment où tu es impacté, soit tu fermes, comme a fait M. Monka Pascal, ou
à la longue, progressivement, vous allez fermer. Je vous donne un autre exemple. Certains pris des mesures vous donne- de congé technique. Il a la parole. Je vous donne un autre exemple. C'est grave. Ça fait rigoler. Peut-être que ça va permettre de détendre l'atmosphère sur un sujet aussi grave. Il y a le préfet de la Benoué qui a saisi un hôtel à Garoua pour une réquisition. Et le directeur de l'hôtel a répondu au préfet en disant: moi, dès que mes employés ont appris qu'on va venir mettre les gens en quarantaine chez moi, ils ont tous fui le travail. Il a répondu par courrier qu'ils ont tous fui le travail. Et par conséquent, lui, il est obligé de fermer son hôtel. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, ce sont des faits concrets. Ce n'est pas un rêve. Vous comprenez? Ce n'est pas un rêve. C'est des faits concrets. Vous avez parlé aujourd'hui de réouverture, par exemple, d'endroits de loisirs. Moi, j'ai des amis qui sont propriétaires de boîtes de nuit. Je peux vous dire, au-delà des images qui sont déjà assez graves, hein, que l'on voit circuler sur Internet, ce qui montre une fois de plus l'irresponsabilité de nos dirigeants, parce qu'on ne comprend pas comment on peut envoyer autant de Camerounais au charbon. Ces gars-là, aujourd'hui, ont leur chiffre d'affaires qui a chuté. C'est une réalité. Donc, si vous ne pouvez pas accompagner, évidemment parce que vous n'avez pas de ressources aujourd'hui financières, la preuve, on vient de voir le dernier sauvetage du FMI avec vous. Si vous n'avez pas de ressources financières suffisantes, vous ne pouvez pas faire comme le Sénégal a fait. Vous ne pouvez pas faire comme la Côte d'Ivoire a fait. Même sans avoir engagé le confinement, ils ont soutenu leur économie. Mais au Cameroun, le ministre des Finances, lors de la réunion interministérielle, présidée par le Premier ministre Joseph Ngouté, il a fait savoir que 15 milliards de francs CFA ont déjà été mobilisés pour l'appurement des crédits de TVA, les exonérations relatives à l'impôt libératoire, taxes de séjour, taxes à l'essieu sont effectives, précise le ministre des Finances lors de cette réunion interministérielle. Et dans la colonne de Cameroun Tribune, le directeur général des impôts fait savoir que la mesure d'allègement sur le plan fiscal pourrait être évaluée à 114 milliards de francs CFA. Avec vous, Maître Lavoisier, ça s'applique. Pour autant, ces mesures économiques et sociales sont-elles suffisantes pour accompagner un secteur privé impacté depuis près de 2 mois à la suite de l'apparition de cette pandémie du coronavirus? Les mesures prises par le gouvernement ne sont pas suffisantes. Et à la longue, je pense qu'on redoute une catastrophe. Vous savez, le Cameroun est le 2e pays en Afrique où on enregistre le plus grand nombre de personnes contaminées, après l'Afrique du Sud. Nous sommes le 2e pays. Il faut tenir compte de ça. Ensuite, les contaminations s'accentuent. Vous savez que il y a 2 semaines, il n'y avait pas de cas dans le Noun connu. Mais en 2 semaines, on a enregistré 40 contaminations dans le Noun. Ce qui a justifié la sortie du gouverneur de la région de l'Ouest, qui a demandé à ce que les cérémonies coutumières et religieuses du Noun soient contenues pour qu'on n'ait plus de contamination. Sur les plus de 2000 cas que le ministre de la Santé annonce, on a pour la région de l'Ouest 114 cas. Donc nous sommes en train d'enregistrer, nous sommes dans une situation où le nombre de personnes contaminées est en train de croître. Et il va continuer de croître. Mais le gouvernement aussi estime que la courbe des personnes qui retrouvent la santé est également, elle aussi, elle est en train de croître, et le gouvernement est optimiste quant à la suite de l'évolution de la pandémie, du moins pour le nombre de personnes ayant retrouvé la santé. On ne peut pas être optimiste quand on n'a pas pris la mesure, quand on n'a pas pris des mesures pour savoir le nombre exact de personnes contaminées. Prenez le cas de la Corée du Sud. Comment la Corée du Sud a maîtrisé les contaminations? En faisant recours au dépistage massif. Nous sommes dans une situation où, au Cameroun, les marchés dans les villes sont toujours ouverts avec une promiscuité jamais égalée. Nous sommes dans une situation où on vient de réautoriser la réouverture des débits de poissons avec un afflux de personnes, comme M. Mekala lui-même reconnu, un afflux de personnes qui va arriver
à la sortie du travail. Ça fait que les contaminations vont continuer de croître si des mesures ne sont pas prises pour contenir les contaminations dans notre pays. Et à ce niveau-là, les entreprises privées vont souffrir au maximum de ces contaminations-là. Parce que ce qui se passe, c'est que dès qu'une personne est contaminée dans une société, on constate qu'il y a baisse d'activité dans cette société immédiatement. Parce que le reste du personnel a peur. Et les mesures de confinement qu'on adopte généralement font que beaucoup de gens craignent. Et nous avons vu beaucoup de cas, beaucoup de sociétés ici à Douala ont vu leur chiffre d'affaires baisser drastiquement parce que dans ces sociétés, on a enregistré des personnes qui étaient contaminées. Le gouvernement n'est pas en train de prendre toutes les mesures qu'il faut. Et nous pensons qu'il faudrait que le gouvernement mobilise davantage de moyens. Déjà pour contenir les contaminations, parce que c'est ça qui est l'élément le plus dangereux contre les sociétés privées, contre les personnes, les investisseurs camerounais, les hôteliers qui ferment. Par exemple, c'est un manque à gagner impressionnant avec des personnels qui est mis en chômage. Chômage technique ou chômage définitif. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes, pour ces emplois perdus? Donc, il me semble que, au-delà de ça, il faudrait que le gouvernement prenne des mesures extrêmement solides pour que nous puissions éviter cette catastrophe-là. Les hôpitaux ne sont pas suffisamment équipés. Dans la région de l'Ouest, il y a l'hôpital général, il y a l'hôpital régional de Bafoussam qui a été retenu. Mais je vais vous dire, M. Meka, que vivant à Bafoussam depuis près de 30 ans, connaissant l'hôpital régional, le personnel médical là-bas manque, le matériel manque comment est-ce qu'on a appelé ça? Les combinaisons. Ça manque. Il manque de masques médicaux pour le personnel médical dans ces hôpitaux-là. Et il ne faut pas se limiter à l'hôpital régional. Il y a l'hôpital de Famla, il y a d'autres hôpitaux de district où le personnel médical a besoin d'avoir ces combinaisons-là, d'avoir ce matériel-là, parce que quand les gens sont contaminés et qu'ils commencent par l'hôpital de district, il faudrait bien que le personnel qui reçoit ces malades là-bas soit protégé. Vous avez vu dernièrement, on a fermé le centre de santé de Lafé, Balai, parce qu'il y a eu un cas qui est arrivé là-bas, et ce cas, on a eu peur qu'il contamine le personnel médical. Donc, le personnel médical manque de combinaisons, manque de masques. Le plateau technique, dans le don du chef de l'État, il n'y a pas eu de respirateurs. Il n'y en a pas eu dans le don du chef de l'État. On est étonné que le chef de l'État débloque 2 milliards de francs, qu'on n'achète pas un seul respirateur, qu'on achète du savon et des seaux. Il y a quand même pas de respirateur. Il y a quand même le programme. Alors qu'on en manque Oui. dans les hôpitaux. Donc je pense qu'il faut également faire cela. Et ensuite, les mesures de confinement, il faut revenir là-dessus. Parce que je pense que si on ne prend pas des mesures sévères pour des confinements, le Cameroun va aller de contamination en contamination et on risque, ce qu'on craint, risque vraiment d'arriver. Le chef du gouvernement a demandé au ministre de la décentralisation de discuter avec les maires et les conseils municipaux afin de voir si des sanctions peuvent être imposées à l'encontre des populations qui violent le port du masque dans les villes du Cameroun. Il faudrait, Cédric, attirer l'attention, et c'est là que je suis, sur le montant des soins pour les malades. Est-ce que les soins sont gratuits ou ces soins sont payants? De plus en plus, il y a un business malsain qui se développe autour de cette pandémie. Les gens cherchent plus à s'enrichir qu'à sauver la vie des Camerounais. Parce que si vous attrapez cette maladie, vous n'êtes pas riche, vous êtes condamné à mourir. Le ministre de la Santé a précisé que ces soins de prise en charge des cas de Covid sont gratuits au Cameroun, même si la réalité dans certains hôpitaux publics est tout autre. Edmond Kambias, le JICAM a exprimé son insatisfaction après l'annonce des mesures économiques et sociales. Ces mesures ont été examinées lors d'un conseil d'administration extraordinaire du groupement interpartenaire du Cameroun tenu le 1er mai 2020. Le JICAM dit, à travers son président Célestin Tawamba, nous attendons un véritable plan de relance économique
car les entreprises sont déjà mal depuis le début de la crise anglophone. Et ensuite, cette crise sanitaire, elle risque de plonger les entreprises dans une situation intenable dans les tout prochains mois, sans un véritable accompagnement de l'État. Comment expliquer que malgré cette présentation des rapports du GICAM, des enquêtes du GICAM sur la situation des entreprises, que le gouvernement se limite à quelques mesures fiscales, sans de véritables leviers bancaires, sans une politique budgétaire adaptée aux besoins des entreprises? C'est vraiment difficile pour le gouvernement depuis un certain nombre d'années. Quand je dis depuis un certain nombre d'années, c'est depuis qu'il y a un certain nombre de guerres qui sont menées, conduites d'abord contre Boko Haram, puis dans le nord-ouest et le sud-ouest. On sait les difficultés que connaît le gouvernement également au niveau de la frontière de l'Est avec les attaques des milices qui viennent de la Centrafrique. Mais quand j'ai déjà dit ça, et c'est déjà bien connu, on sait que les dépenses que le gouvernement fait pour sécuriser le territoire dans ces parties-là où il y a la guerre, il y a que nous aurions pu mettre sur pied un véritable plan de riposte en tenant compte de nos atouts et de nos faiblesses. Mais nous avons passé le temps à observer sans réfléchir sur ce que nous aurions pu faire pour faire face avec efficacité lorsque le Covid-19 allait arriver chez nous. Pourtant, on a vu effectivement ce qui se passait en Chine. On a vu comment l'Europe a souffert, en France, l'Espagne, la France, l'Italie. On a vu les difficultés que les autres pays ont connues. On n'a pas tiré de leçons du tout. Aujourd'hui, on a des difficultés financières, certes, mais nous sommes condamnés à réaliser deux choses. Sauver des vies. Quand je dis nous, je parle du gouvernement de l'État du Cameroun. Il faut sauver des vies, il faut sauver l'économie. Mais entre les deux, il faut faire un choix. Sauver des vies, sauver l'économie. Mais d'abord, sauver des vies. Parce que si la vie humaine, si les gens ne vivent plus, il n'y a pas d'économie, il n'y a plus rien. Mais en même temps, tout en sauvant des vies, il faut que la société puisse résister, survivre à cette guerre sanitaire et que l'économie puisse reprendre et ne pas connaître des difficultés. C'est pour dire en réalité, lorsque j'ai évoqué toutes ces difficultés que le gouvernement connaît, que l'État du Cameroun connaît, c'est pour dire qu'en fait, nous n'avons pas eu un bon leadership, on n'a pas eu une bonne gouvernance. Parce qu'avec une meilleure gouvernance, on aurait pu tenir compte, je le disais tantôt, des faiblesses, mais essayer d'améliorer en faisant de véritables concertations avec le secteur privé. Ça manque sérieusement. Les concertations, secteur privé, secteur public, certes, ça existe, mais on ne tient pas compte la plupart du temps des doléances qui sont faites par ECAM, GICAM et tous les regroupements professionnels. Si on avait tenu compte de la majorité des doléances de ces structures-là, je crois qu'on n'en serait pas là. Je crois que le GICAM, ECAM et d'autres structures seraient les mieux placées pour accompagner l'État face à ces difficultés aujourd'hui. Mais ces structures-là, si elles n'existent plus, mais c'est la faillite totale, c'est la récession. Le gouvernement doit aider ces entreprises à ne pas tomber, à ne pas plonger, tout en se battant pour que les vies des Camerounais puissent être sauvegardées, préservées. Après vous, Edmond Kandia, Angélbert Lebon, le gouvernement se félicite tout de même de procéder à un allègement sur le plan fiscal de près de 114 milliards de francs CFA annoncé par le directeur général des impôts dans les colonnes de Cameroun Tribune. Il y a 135 milliards de francs CFA qui viennent des caisses du FMI dans le cadre d'une facilité de crédit rapide pour le gouvernement camerounais afin de réguler la balance des paiements et permettre à l'État du Cameroun de disposer d'un peu d'argent pour payer les équipements médicaux nécessaires pour faire face à la pandémie du coronavirus. Pour autant, le secteur privé attend un peu plus, à savoir de l'argent frais pour renflouer la trésorerie des entreprises impactées à la fois par la crise sanitaire et la crise anglophone. Quand vous observez l'exécution du budget du gouvernement de l'État du Cameroun, pour vous, quelles mesures, quelle stratégie peut être mise en place pour faire face à cette demande sans cesse croissante du secteur privé pour relancer l'activité économique? Bon, déjà, il faut dire que
les 114 milliards, c'est pas un allègement fiscal en tant que tel. C'est ce que le directeur général des impôts projette comme perte au niveau de tout ce qu'on aura comme recettes, notamment des recettes internes, c'est-à-dire au niveau des impôts payés, et également au niveau de la douane par rapport à tout ce qui sera importé et qui est orienté donc, pour pouvoir lutter contre la pandémie. Alors, moi je ne veux pas revenir, ça ce serait, il nous faudrait pratiquement toute une journée pour cela, pour comprendre les raisons de l'échec. Dommage qu'à chaque fois que ce mot soit obligé de revenir, de l'échec aujourd'hui de notre structure économique. Vous avez des gens qui à un moment donné, quand on parle de l'emploi jeune, ils viennent, ils vous disent l'État a lancé le recrutement de 100 000 jeunes, 200 000 jeunes. Comme si c'était les emplois créés par l'État qui venaient aujourd'hui lutter contre le chômage. Ils n'ont jamais compris qu'il faudrait aujourd'hui au niveau de notre tissu économique véritablement industrialiser notre économie, aller vers des industries à fort potentiel d'emploi, arriver également à une économie de transformation, parce que vous regardez bien la plupart de nos matières premières aujourd'hui, en dehors de sans publicité de 6 cacao, je ne sais pas moi, tel coco qui transforme notre cacao, allez voir comment cette filière est organisée en Côte d'Ivoire. Allez voir. Aujourd'hui, notre agriculture, qu'on déclare comme agriculture de 2e, 3e, je ne sais pas moi, à la 40e génération, ils sont aujourd'hui, que personne n'ait pu diversifier notre agriculture. Qu'on soit toujours en train de dire à nos agriculteurs que pour gagner de l'argent, il faut faire les bananes plantées, il faut faire les ananas, il faut faire le cacao, il faut faire le café. Personne n'apprend à nos agriculteurs qu'on peut se faire de l'argent en vendant les fleurs, en cultivant des fleurs. Comme ça se fait au Kenya. On n'a pas réorienté aujourd'hui notre agriculture. Nous avons laissé notre agriculture coloniale perdurer. Comment avec ça vous pouvez attendre des résultats? Aujourd'hui, on est face au mur. Et je comprends les inquiétudes des présidents du GICAM. Par exemple, nous n'avons pas d'argent. L'État n'a pas d'argent aujourd'hui pour accompagner. Nous avons un tissu financier tel que, aujourd'hui, pouvoir aller sur le marché financier et trouver des capitaux pour investir au Cameroun, c'est chose rare. C'est même presque inexistant. C'est-à-dire qu'on a de véritables génies aujourd'hui qui font de multiples acrobaties pour s'en sortir au niveau de l'entrepreneuriat. Ah, bref, pour moi, pour résoudre cette équation économique, il faudrait que les gens aujourd'hui qui nous gouvernent fassent le constat eux-mêmes qu'ils ont échoué et qu'à chaque fois où on organise une élection, au lieu de triompher par leur programme, leur projet de société qu'ils n'ont jamais présenté aux Camerounais, ils triomphent plutôt par de la fraude. Après vous, Angélbert Lebon d'Achouar, j'aimerais échanger avec André Luther-Meka sur ces mesures. Un petit mot en quelques secondes. Je vous en prie, permettez qu'il ait cette possibilité, lui aussi, de pouvoir réagir sur cet autre aspect de cette émission, les mesures économiques et sociales qui sont loin de satisfaire les acteurs économiques. Lorsqu'on observe comment la Côte d'Ivoire, pays d'Afrique de l'Ouest, gère la crise sanitaire, il y a eu une plateforme qui a été mise en place pour permettre aux PME en difficulté de s'y inscrire, de faire part de la difficulté au gouvernement pour qu'il puisse mieux adresser ces problèmes. Et il y a eu des fonds de garantie mis en place par le gouvernement ivoirien de l'ordre de centaines de milliards de francs CFA pour accompagner les PME. Au Cameroun, aucun mot n'a été dit sur les difficultés des PME, si ce n'est venant du mouvement ECAM ou du GICAM. Comment expliquer le silence du gouvernement sur ceux qui représentent le poumon économique du pays? Disons qu'il y a eu, je crois, un travail interministériel sur toutes ces questions. Et le GICAM a commis un document qui essaie d'expliquer
le problème des entreprises. Et je crois que, contrairement à la caricature que voudrait faire M. Le Bon Dachua, toutes les entreprises du monde ont été impactées. Toutes les entreprises du monde. Donc, le monde entier a subi véritablement le Covid-19. Et comment est-ce qu'ils ont réagi ailleurs? Comment est-ce que les gouvernements ont réagi ailleurs? Également, au Cameroun, on a réagi. Il y a eu un certain nombre de mesures, notamment le gel des redressements fiscaux, le gel des contrôles et effectivement la solde de crédit de la TVA qui a été mis à la disposition. Mais lorsque M. Kamgia parlait qu'il faille faire un choix entre l'économie et sauver des vies, c'est un peu comme il fallait faire un choix entre, ou alors choisir qui arrivait le premier entre l'œuf et la poule. Donc ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il est important de sauver des vies, mais de sauver l'économie. Comment concilier donc les deux dans ce contexte? C'est ça le défi. Comment concilier les deux? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait notamment des plateformes où il y a des échanges, n'est-ce pas, entre l'exécutif et le secteur privé pour qu'ensemble ils apportent un certain nombre de décisions, de propositions qui peuvent amener progressivement l'économie à pouvoir redécoller et accompagner les PME. Parce que le véritable problème aujourd'hui, c'est que on a aussi l'impression que les lobbies économiques voudraient qu'on sorte du cash immédiatement pour mettre dans les entreprises, ce qui peut handicaper également la machine de l'État. Certains ont parlé bien sûr des conditions de vie, machin, c'est un vieux débat à mettre Lavoisier, ces conditions de vie du gouvernement. Tout le monde demande effectivement qu'il y ait, n'est-ce pas, une certaine façon drastique de conduire notamment, n'est-ce pas, la vie de l'État. Et je crois que le Premier ministre a pris un certain nombre de mesures par rapport aux voyages fantaisistes, par rapport à un certain nombre de voyages, notamment en première classe économique. Tout cela, aucune annonce officielle sur des coupes budgétaires qui pourraient exprimer une volonté du gouvernement de réduire son train de vie pour réorienter ces finances-là vers le secteur de la santé ou alors vers le secteur économique. Moi, je ne suis pas économiste, mais je sais qu'il y a déjà un budget de l'État qui a été fait sur un certain nombre de prévisions, qui est même presque déjà avec des problèmes, parce qu'on n'avait pas, n'est-ce pas, prévu la pandémie. Donc, certainement, ce budget-là a des petits soucis. Maintenant, quand vous demandez des coupes, ce serait pratiquement un peu se faire harakiri. Je crois qu'il est important aujourd'hui que toutes les forces vives s'asseyent pour pouvoir faire des propositions afin qu'on puisse progressivement sortir de ce marasme économique qui se pointe à l'horizon. Mais il est aussi important, au lieu, n'est-ce pas, de toujours diriger le fusil au niveau de l'État, mais également aussi changer le fusil d'épaule. Il faudrait aussi que les entreprises citoyennes participent à aider l'État pour pouvoir qu'ensemble on puisse redresser la barre économique. Parce que j'ai des craintes que des hommes d'affaires, notamment dans un certain seuil de problèmes, voudraient effectivement ravitailler leur chiffre d'affaires pour pouvoir se relancer. Alors là, ça devient le cynisme économique. Merci, messieurs. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, Maître Lavoisier Sapi, d'être venu sur ce plateau. Merci à Engelbert Le Bon Dachua d'avoir participé à ce débat. Merci également à vous, messieurs André Luther Beka et Edmond Kamgia. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.